Mesdames, Messieurs, bien bonjour, bienvenue à cette émission hebdomadaire du samedi 1er février 2025. Nous recevons ce matin Madame Emmanuelle Corne-Bertrand, directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Madame Corne, bonjour. Bonjour. Province située plus à l'ouest du Canada, la Colombie-Britannique, d'une superficie de 944 735 km², est délimitée par le Pacifique et les chaînes montagneuses. Des sites naturels comme le parc des glaciers offrent des sentiers pour la randonnée, le cyclisme et les terrains de camping. Sa population est estimée à 5 879 079 habitants selon le recensement général de 2021, a comme langue officielle l'anglais. Les francophones y sont peu nombreux, les français est rarement employé, même si les services du gouvernement fédéral sont généralement accessibles dans les deux langues. Les franco-colombiens ou encore les francophones de la Colombie-Britannique sont les francophones nés dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada où ils résident présentement. Vancouver est la plus grande ville et classée parmi les 3 principales villes les plus habitables du monde entier. C'est dans cette province qu'elle est fondée depuis 1945 la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, en abrégé FFCB. Son objectif est de joindre des forces des cercles francophones de l'époque qui voulaient préserver la langue et la culture francophone dans cette province du Canada. Aujourd'hui, porte-parole officielle au service de 330 000 personnes d'expression française, la Fédération travaille avec près de 49 organismes repartis dans la province et œuvrant dans différents secteurs d'activité. Pour en savoir davantage sur les œuvres de cette organisation, Immigration FM a ainsi l'honneur d'accueillir la directrice générale, Madame Emmanuelle Corne-Bertrand. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter notre invité. Emmanuelle Corne-Bertrand est la directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique depuis 2020. Originaire de France et installée à Vancouver depuis 2018 avec sa famille, elle s'est impliquée dès le début de sa carrière dans le milieu associatif et communautaire en valorisant avant tout l'attachement à défendre les causes qui lui sont chères. Spécialisée en droit international des droits humains puis en relations publiques et internationales, Emmanuelle a d'abord travaillé au sein d'une association de solidarité internationale en travaillant de près avec des communautés discriminées dans plusieurs pays du monde. Elle s'est ensuite investie dans une organisation de jeunesse et d'éducation populaire en France pour défendre la valeur de l'éducation non formelle et encourager la prise en compte des avis des jeunes dans les enjeux de société. Emmanuel croit à la force du collectif, à la valeur ajoutée du travail en collaboration, à l'impact social des organismes communautaires. Elle a épousé sans difficulté les causes à cause des francophones en situation minoritaire de l'Ouest canadien et œuvre chaque jour pour l'épanouissement de sa communauté. Madame Emmanuelle, commençons notre entrevue par cette phrase qui revient toujours dans toutes vos publications et qui a aiguisé ma curiosité. Territoire, nous reconnaissons que nous nous trouvons et que nos initiatives se déroulent sur des territoires traditionnels autochtones non cédés, y compris les territoires des nations, les dits ténèbres. Dites-nous à quoi renvoie cette assertion. Bonjour. Alors, comme vous le savez, le Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui est le fruit de la colonisation par les Anglais et les Français il y a quelques petits siècles. Et aujourd'hui, on a encore des relations à réparer, à se réconcilier avec les nations autochtones, qui sont les communautés qui ont toujours été là, qui ont été fortement discriminées. Et aujourd'hui, on est encore en train de travailler la réconciliation. Il y a il y a beaucoup de nations autochtones. Puis alors là, la Colombie-Britannique comprend je voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a plusieurs dizaines de nations autochtones en Colombie-Britannique et puis beaucoup de langues aussi autochtones parlées. Dans plusieurs provinces, les territoires des nations autochtones ont été
cédés au moyen de traités. En Colombie-Britannique, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on dit qu'on est sur des territoires non cédés. Donc, ça veut dire que les nations autochtones n'ont pas cédé leur territoire aux colons français et anglais. Et donc, on est encore théoriquement sur des territoires qui leur appartiennent. Donc, on est en train on travaille la réconciliation pour cohabiter ensemble pacifiquement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour déconstruire une discrimination systémique qui est complètement ancrée dans la société. Et puis, en tant qu'immigrant, c'est une réalité à laquelle on est confronté quand on arrive, puis qu'on nous dit pas avant de venir. C'est pas un frein à l'installation, mais c'est une découverte en arrivant. Et puis, on sent qu'on porte un petit peu le poids des actions. Enfin, puis moi, pour le coup, en tant que Française, mes ancêtres ont colonisé le Canada, donc je partage un petit peu cette culpabilité-là, puis on travaille un peu dessus. Donc, sur les terres de Vancouver, la ville de Vancouver est située sur le territoire de 3 nations. Donc leurs territoires sont assez étendus, mais ils se recoupent à Vancouver. Et donc c'est la nation Musqueam, la nation Squamish et la nation Tsleil-Waututh. La nation Lheidli T'enneh que vous avez citée juste avant, elle est plutôt dans le territoire de là où il y a la ville de Prince George, qui est plus on dit au nord de la Colombie-Britannique, mais en fait c'est plutôt au centre. C'est-à-dire que si vous prenez la carte de la Colombie-Britannique, vous mettez votre doigt au milieu, et là vous êtes sur Prince George. Et puis on a une initiative qui s'appelle la communauté francophone accueillante justement à Prince George. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est sur les territoires de la nation Lheidli T'enneh, parce que c'est la nation qui est sur le territoire là où il y a Prince George, et puis là où la FFCB accompagne une initiative pour accueillir les nouveaux arrivants dans la ville de Prince George. Vous êtes sur Immigration FM dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 1er février 2025. Nous accueillons Madame Emmanuelle Corne-Bertrand, directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Les questions, vous pouvez les poser à partir de notre numéro de téléphone WhatsApp qui est affiché au bas de l'écran, et aussi sur WhatsApp. Emmanuelle Corne, pourquoi avoir choisi la Colombie-Britannique quand vous arrivez au Canada en 2020 au lieu du Québec qui est une province francophone? Parce que la Colombie-Britannique est la plus belle province du Canada. On va commencer par là. Moi, j'avais envie. La Colombie-Britannique, c'est l'océan Pacifique, c'est les montagnes, c'est un multiculturalisme très intéressant, enrichissant. C'est une ouverture sur le Pacifique, c'est une ouverture sur l'Asie. C'est aussi une province qui est, enfin, en tout cas, moi que je vis très ouverte sur les autres, très ouverte sur sur le multiculturalisme et moi je suis une skieuse, et puis skier avec la vue sur l'océan, je vous avoue que ça n'a pas de prix. Et comment se porte la francophonie en Colombie-Britannique? La francophonie se porte bien. Pour tous ceux qui étaient inquiets, la francophonie se porte bien. Elle fait comme elle peut avec les moyens qu'elle a. Mais on a, comme vous disiez tout à l'heure, on a 330 000 personnes qui sont capables de s'exprimer en français en Colombie-Britannique, ce qui fait un petit 6,5% de la population, ce qui est en valeur absolue, on doit être la 3e province après le Québec, hors Québec, je veux dire, en termes de population capable de parler en français. Donc c'est quand même respectable. Et puis on a, nous, la fédération, on rassemble 49 organisations francophones, donc 49 organisations qui font vivre des activités en français. Il y a des écoles, on a 48 écoles francophones partout dans la province. On a des organismes qui offrent des services pour les nouveaux arrivants, on en parlera tout à l'heure, des services de santé, des services éducatifs, des services d'aide à l'emploi, des organismes qui offrent des programmations culturelles, artistiques.
des activités de rassemblement, des activités pour les jeunes, des activités pour les aînés, des activités pour les femmes. Enfin, il y a quand même de quoi faire. Et parlons maintenant de la fédération, de votre fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Pourquoi la naissance de cette fédération? Quelles sont vos missions et quelle est la vision? Alors, je fais... Tac, j'arrive. Sachez que nous avons 80 ans cette année. Ok. Donc on est, Wow. ouais, nous sommes une dame respectable. On s'est créé à l'époque, ouais, puis ça vous pouvez, je vous invite à aller tout voir ça En sur notre site 1945, c'est aussi. ça? Ouais, en Oui. 1945. Ouais. Alors pour être tout à fait précise, je vais vous lire la vision et la mission que Tout vous à pouvez fait. retrouver sur notre site. Tout à fait. Donc la vision, c'est la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, en partenariat avec ses membres, mobilise et rassemble la communauté afin d'agrandir et de pérenniser l'espace francophone en Colombie-Britannique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fédération, d'abord, c'est un organisme qui rassemble. On rassemble tous les organismes qui veulent bien se rassembler Bien sûr. on veut mobiliser. On rassemble, ça veut dire, pardon, on rassemble, ça veut dire aussi on rassemble les organismes, on essaye aussi de rassembler les gens. On rassemble toutes les personnes d'expression française. En Colombie-Britannique, on a une très forte diversité de population. On a 30% de notre population francophone qui est immigrante. C'est-à-dire qu'un tiers des personnes qui parlent français en Colombie-Britannique viennent de l'étranger. Et puis de l'étranger, viennent d'Europe, viennent du continent africain, viennent du continent asiatique, viennent du continent américain. Donc c'est vraiment très multiculturel. Et en plus de ça, parmi ceux qui parlent français, il y en a que 12% qui sont nés en Colombie-Britannique. Oh, Ça veut dire que les autres sont nés dans une autre province du Canada. Donc il y a vraiment un gros brassage culturel. Puis notre rôle à nous, c'est de rassembler tout ce monde-là et puis de trouver des points communs, de trouver des points de rassemblement, des objectifs communs, de se dire qu'est-ce qui nous rassemble? Bah, c'est la langue française. Mais on a tous plein de cultures différentes et on est encore, parce que vu qu'il y a que 12% de la population francophone qui est née ici, ça veut dire que notre communauté, dans le sens de groupe, de communauté qui essaye de se créer une identité, elle est quand même encore assez jeune. On n'a pas des générations et des générations de francophones ici. Il y a peu de gens ont leurs parents qui sont nés ici. Bah si, mes enfants quoi, mais même pas. Moi, je suis pas née ici. Mes petits enfants, si mes enfants restent ici, mes petits enfants auront leurs enfants qui sont nés ici. Donc on a assez peu de gens qui sont ici de génération en génération. Donc nous, on a cette mission de rassembler tout ce monde-là et d'essayer de créer ce sentiment d'appartenance à la communauté francophone de Colombie-Britannique. Donc c'est ça que ça veut dire aussi qu'on rassemble, on mobilise, on travaille aussi sur le vivre ensemble. ouais. Parce qu'avec autant de communautés représentées, autant de diversité, ça représente aussi des enjeux de comment est-ce que on découvre la culture de l'autre, on parle la même langue, mais est-ce qu'on se comprend? On n'a pas forcément les mêmes références culturelles. Comment est-ce qu'on va attiser cette curiosité, cet intérêt? Comment est-ce qu'on va faire communauté ensemble et puis parfois c'est évident, puis parfois ça l'est moins. Et nous, c'est un peu notre rôle de rassembler tout ce monde-là. Quand on dit qu'aussi l'objectif, c'est d'agrandir et de pérenniser l'espace francophone, Ouais. ça veut aussi dire qu'on a ce rôle, nous, d'avancer, de faire des avancées politiques, de nous assurer qu'il y a des services en français, qu'il y a des financements pour ces services, mais qu'il y a aussi une volonté politique pour qu'il y ait plus de services. Le fait qu'il y ait des écoles francophones publiques en Colombie-Britannique, c'est le résultat de batailles juridiques qu'on a gagné en Cour suprême. Donc tous les acquis qu'on a en Colombie-Britannique, on les a eus grâce à des batailles juridiques que la FFCB a menées, mais que aussi d'autres organismes, que les parents francophones ont mené, que le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique a mené. Là, on en a encore eu une récemment on est toujours en cours. On aimerait bien arrêter, mais Toujours en train de malheureusement, il y a quand batailler. même
C'est ça. Donc ça fait partie de notre mission. Donc pérenniser l'espace francophone, c'est aussi maintenir nos acquis et puis agrandir l'espace francophone, c'est nous assurer qu'on en ait de plus en plus pour que les générations suivantes puissent vivre en français sans qu'ils aient besoin de militer pour le français. Ça, c'est la vision. La mission. Ouais. La FFCB a pour mission de rallier la communauté franco-colombienne, de représenter ses intérêts, de protéger ses acquis, de soutenir son développement et de promouvoir le rayonnement de la langue française. Et puis en fait là je vais pas vous faire d'explication de texte parce que ça va pas mal avec ce que je vous ai dit juste avant. Oui, c'est toujours important pour les auditeurs qui vous écoutent depuis l'Afrique et qui aimeraient peut-être s'installer en Colombie-Britannique. Peut-être faire un résumé de cette émission. Là, c'est ça l'essentiel de cette émission. Ben c'est ça. Nous, on veut rallier tout le monde. On veut s'assurer que tout le monde se sente bien en Colombie-Britannique, se sente accueilli au sein de la communauté francophone. Et puis, on a ce rôle qui est à la fois de représenter les intérêts de la francophonie de Colombie-Britannique auprès du gouvernement. Et puis la francophonie, je ne sais pas si on peut dire les francophonies, de représenter un peu les intérêts de tous les francophones de notre province. Et puis on veut s'assurer que tous les francophones nous les communiquent leurs intérêts. Parce que parfois, il y en a qui rejoignent des organismes, mais il y en a qui ne les rejoignent pas. Il y en a qui rejoignent des organismes, mais ces organismes ne sont pas membres de la fédération. Donc on a parfois du mal à les rejoindre ou à recueillir leur avis. Donc on s'organise, on a créé un grand forum communautaire qui rassemble nos membres, mais aussi des organismes non membres, pour essayer d'aller chercher encore plus de rétroaction, encore plus d'avis, de comprendre un petit peu les différents défis, les enjeux auxquels tous les francophones de la province sont confrontés pour que nous, on puisse les défendre et les représenter de la manière la plus fidèle possible. Notre vie ne se résume pas à des batailles. Hein. Non, mais c'est ça. On a des propositions, on a des super projets. Il y a plein de. Puis notre communauté, tous les organismes communautaires s'organisent ensemble, mènent des projets, offrent des programmes de rencontres, des repas, des projections de films, des pièces de théâtre, des soirées dansantes, des soirées à la fois parfois juste de rencontres où on va partager par exemple des spécialités culinaires d'origine ou de. Puis des fois c'est pas forcément, il y a de pays d'origine mais aussi de famille, il y a des traditions familiales. On peut venir du même pays puis pas manger la même chose dans sa famille. Donc il y a aussi des traditions familiales qu'on peut se partager les uns les autres. Donc il y a à la fois sur des aspects très j'allais dire un peu folklorique, mais parfois il y a aussi on peut aussi avoir des occasions de rencontres sur des sujets plus profonds, sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la famille, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble, le sens de la communauté. Mon sens de la communauté, c'est peut-être pas votre sens de la communauté. Donc, quand on dit la communauté francophone, ça évoque quoi chez moi, ça évoque quoi chez vous? Plein de sujets comme ça où on peut discuter ensemble. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'activités pour les familles, pour les enfants, au niveau des écoles francophones. Il y a beaucoup de brassage culturel dans les écoles francophones. Et puis les écoles francophones en Colombie-Britannique ont cette mission et cette vision aussi de favoriser le vivre ensemble pour créer ce sentiment d'appartenance à la francophonie de Colombie-Britannique chez tous les enfants. Peu importe d'où ils viennent, peu importe leur accent, peu importe si dans leur famille le français est la langue majoritaire ou pas, mais de créer ce sentiment d'appartenance à une communauté. En particulier quand on vient de l'étranger, puis moi c'est mon cas, de trouver une communauté d'accueil, c'est important. Parce que quand notre famille est loin, quand on est un peu déraciné, on est content d'être là parce que c'est beau, parce qu'on a une qualité de vie meilleure, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on a choisi de venir ici. Mais parfois, ça nous manque cet attachement à notre famille, à la communauté qu'on avait dans notre pays d'origine. C'est important de la retrouver,
cette communauté, de trouver une autre communauté, mais de retrouver cette communauté d'accueil quand on arrive. Puis nous, on s'efforce de la créer, cette communauté d'accueil pour tout le monde, pour que tout le monde se sente bien, se sente accueilli ici. Déjà, une question qui vient de l'Afrique, elle est de Charles Armel depuis le Bénin. Il vous pose la question suivante. Si je décide d'immigrer au Canada et plus précisément en Colombie-Britannique, comment cette fédération peut-elle m'aider dans mon intégration? Ça, c'est une question de Charles Armel depuis le Bénin. Bonjour Charles. Charles Armel, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci pour la question. La fédération, c'est un organisme qui rassemble d'autres organismes. Donc ça va plutôt être les organismes membres qui vont vous aider. On en a plusieurs qui offrent des services pour les nouveaux arrivants. Et puis on peut facilement vous orienter. Il y a des questions de statut d'immigration qu'il va falloir que vous alliez régler de votre côté. Mais par contre, une fois que vous êtes là, on a plusieurs organismes qui sont là pour vous aider, qui offrent des services qu'on appelle des services d'établissement. Les services d'établissement, c'est des services d'aide à l'installation. Donc il y a des gens qui sont là pour vous aider en français, gratuitement, et qui vont vous accompagner dans vos démarches d'installation. Qui vont voir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes avec votre famille? Où est-ce que vous voulez vous installer? Est-ce que vous voulez venir à Vancouver? Est-ce que vous voulez venir, on parlait de Prince George, mais vous pourriez vouloir venir à Victoria, à Kelowna, vous pourriez vouloir venir à Kamloops, à Nanaimo. Il y a plein d'endroits en Colombie-Britannique où vous voudriez pouvoir vous installer. Donc en fonction de là où vous voulez aller, on va vous orienter, si vous avez une famille, on va vous orienter là où il y a des écoles, on va vous orienter vers des services pour trouver du travail, on va vous aider pour toutes les premières étapes d'aide à l'installation, on va vous guider pour dire, là, il faudrait que vous alliez vous chercher un numéro d'assuré social, alors vous allez y aller, après vous allez revenir vers votre agent qui vous dit, maintenant, voilà, vous aurez un compte bancaire, on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous orienter comment ça fonctionne, le système bancaire est pas tout à fait le même ici que dans d'autres pays, donc il y a besoin qu'on vous explique un petit peu. Donc voilà, il y a des personnes qui sont là, c'est leur métier, pour vous aider à vous installer, pour vous guider dans toutes les étapes de votre installation, et puis qui vont vous présenter aussi tous les organismes communautaires, les organismes francophones qui existent. Une fois que vous serez installé, que vous aurez un travail, que vous aurez une maison, que vous aurez vos enfants à l'école, que vous auriez vos besoins primaires qui sont répondus, après ça, on va pouvoir vous orienter vers les organismes qui peuvent vous offrir une offre culturelle, ou là vous allez pouvoir vous faire des amis en fait. Donc les gens vous allez trouver forcément un organisme qui a une mission qui fait battre votre cœur, et puis là vous allez vous dire moi j'ai envie d'aller rencontrer ces gens-là parce qu'ils font quelque chose qui est formidable, et puis je sais pas, je suis musicien, et puis là il y a de la musique, et puis je sens que je vais m'y retrouver. Et voilà, et c'est comme ça que petit à petit vous allez vous installer, puis ensuite vous trouvez la communauté qui vous fait le plus penser à votre communauté d'accueil, et puis vous installer. Alors ça va pas forcément être facile tout le long, et puis c'est pas nous les organismes, ils ont je préfère le dire parce que je veux pas qu'il y ait des attentes déçues. On n'a pas la capacité de trouver une maison à votre place. On n'a pas la capacité de trouver un travail à votre place. On peut juste vous accompagner dans vos démarches pour vous faciliter la vie. Mais ça va nécessiter que vous fassiez un petit peu aussi. Donc on peut pas tout trouver pour vous, mais par contre on vous accompagne, vous n'êtes pas tout seul, on vous guide, on vous décrypte un petit peu, on vous explique les différentes étapes, et puis qu'est-ce que ça veut dire, parce que des fois, encore une fois, je disais tout à l'heure, on parle français, mais des fois on dit pas la même chose avec les mêmes mots, donc on est aussi là pour vous aider à comprendre ce qui s'est dit. Puis parfois, chercher un logement, chercher un emploi, ça peut se passer en anglais. Donc on peut avoir des gens qui vous accompagnent aussi pour comprendre ce qui s'est dit si votre anglais est pas parfait. Il y a des cours d'anglais aussi pour les nouveaux arrivants, gratuits aussi. Donc vous pouvez aussi bénéficier de cours d'anglais si votre anglais est pas suffisant pour les démarches quotidiennes. À l'inverse, si vous parlez anglais et que vous voulez perfectionner votre français, il y a aussi des cours de français. Et votre organisme, c'est une fédération, cela suppose que vous êtes une structure fêtière, donc qui contient des membres. Et quels sont les critères pour pouvoir adhérer à votre fédération en tant qu'association? Alors, pour être membre de la fédération, il faut être un organisme, il faut être une association. On ne comprend pas de membres individuels.
Les individus peuvent adhérer à nos membres. Pour être membre de la fédération, c'est pas très compliqué. Il faut être un organisme sans but lucratif. Donc ici, on dit un OBNL, un organisme à but non lucratif, donc une association, quoi. Enregistré en Colombie-Britannique et avoir une mission de promouvoir la langue française. Donc en gros, il faut être un organisme francophone et après avoir envie de rejoindre la communauté. Mais essentiellement, c'est ça pour être membre de la fédération. Faut exister depuis au moins 1 an, être légalement enregistré. Donc ça, c'est des petits trucs, mais c'est essentiellement si on est un organisme sans but lucratif, qu'on est francophone, qu'on est installé en Colombie-Britannique et qu'on veut rejoindre une communauté, on est les bienvenus à la fédération. Quels sont les avantages en étant membre de la fédération? Mais plein. Alors les avantages, déjà, Oui. il y a les avantages, j'allais dire individuels et les avantages collectifs. D'abord, on rejoint une communauté. Quand on est un organisme, ça dépend de la taille de l'organisme, mais en particulier quand on est un petit organisme, il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul. Qu'on fait mieux quand on est avec d'autres. Donc ça permet de créer plus de partenariats, ça permet de découvrir les autres organismes francophones qui existent et de rejoindre une communauté, de rejoindre des réseaux, de partager des expériences, de partager des pratiques. On a plusieurs espaces de discussion, de réseau, en fait. Donc en fonction de l'objet de l'organisation, de l'objet de l'association, on peut aller rejoindre on peut vous mettre en lien avec des organismes qui vous aident dans votre mission. Après, nous, on a des services d'accompagnement parce que nos 2 missions principales à la fédération, c'est la défense des intérêts des francophones auprès des gouvernements, mais c'est aussi, la deuxième mission, c'est d'accompagner nos membres pour que eux puissent faire vivre la francophonie à leurs propres membres. Donc nous, on est là aussi pour accompagner les organismes membres de la fédération dans leur structuration, sur les questions de gouvernance, statut, donc les questions très administratives. On va aussi on va vous aider sur de la gestion de projet, par exemple, ou sur des questions de gouvernance, de planification stratégique, d'enjeux communautaires. On a des organismes qui appellent un peu pour toutes sortes de questions, puis on essaye de trouver des réponses. On offre des formations, on offre aussi la possibilité d'avoir des achats groupés, de souscrire ensemble à une politique d'assurance pour que ce soit moins cher, ce genre de trucs. Par contre, on n'a pas la capacité d'offrir des financements à nos membres, donc ça, si vous êtes un organisme communautaire francophone, que vous voulez rejoindre la fédération, mais que vous ne pensez pas que vous pouvez recevoir de l'argent en devenant membre de la fédération, on n'a pas cette capacité-là. Mais sinon, on se fait des amis. Une question de Suzanne depuis le Québec. Madame Emmanuel, mon dossier de regroupement familial n'avance pas au Québec à cause des délais extrêmement longs. C'est vrai, vous n'êtes pas avocate, mais je me demande bien comment est-ce que vous allez répondre à ces questions. De toutes les manières, j'attends une réponse. Est-ce qu'en Colombie-Britannique, les délais dans la catégorie de regroupement familial sont plus courts? Aïe, aïe, aïe. Bonjour Suzanne. Alors malheureusement, ça dépend pas du tout de moi. Ça dépend pas du tout des organismes communautaires. Ça dépend vraiment du ministère de l'Immigration. Les canaux d'immigration sont pas les mêmes pour le Québec et pour la francophonie hors Québec. Mais là, le gouvernement fédéral a ralenti les dossiers de regroupement familial. Donc moi, j'ai pas la main là-dessus et je saurais pas vous dire. J'ai pas de point de comparaison entre est-ce que c'est plus rapide au Québec ou en Colombie-Britannique. Vous pouvez poser cette question en revanche à un consultant réglementé en immigration. Il y a des personnes dont c'est le métier qui ne font que les procédures justement de visa, de permis de travail, etc., qui peuvent vous accompagner là-dessus. On appelle ça des consultants en immigration. Et eux ont plus d'informations là-dessus et ils pourraient vous répondre davantage. Ça s'appelle
l'acronyme c'est CRIC, C-R-I-C. Donc vous pouvez en trouver facilement sur les réseaux sociaux, puis et vous adresser enfin, ou sur les réseaux sociaux, sur Internet en fait, vous allez chercher un qui vous convient et poser votre question, puis ils vous répondront. Peut-être dire, Madame Suzanne, c'est vrai, moi je suis consultant réglementaire d'immigration canadien. Donc, ah ben voilà. les délais de traitement dépendent des programmes et puis chaque province a ses spécificités, quoi. C'est ça. Et puis, vous avez Gay qui pose la question depuis le Sénégal. Est-ce que les demandeurs d'asile francophones sont la bienvenue en Colombie-Britannique? Si oui, comment pouvez-vous les aider à mieux s'intégrer? Bonjour Gay. Les demandeurs d'asile, alors oui, les réfugiés sont les bienvenus en Colombie-Britannique. Je suis là encore une fois, une fois que vous avez votre statut, que vous avez que vous avez l'autorisation de venir sur le territoire, qui dépend pas du tout de nous, qui dépend encore une fois du ministère de l'Immigration. Mais une fois que vous êtes là, vous êtes absolument les bienvenus. Et il y a plusieurs les organismes qui offrent des services d'aide à l'installation pour les nouveaux arrivants, aident aussi les réfugiés. Donc une fois que vous avez votre statut de réfugié, vous êtes absolument bienvenue en Colombie-Britannique et on vous offrira des services adaptés à votre situation, à vos besoins. On vous orientera vers tous les services dont vous avez besoin et on sera ravis de vous accueillir dans la communauté dès que vous êtes là. Nous allons souffler en musique. Le temps pour vous d'aller prendre un verre d'eau et puis nous revenons juste après. Aïe, aïe, aïe. Pauvres immigrés. Pourtant, c'est nous, en Afrique. On les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Manjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous rejoignons en ce moment sur Immigration FM. Nous sommes le samedi 1er février 2025. Nous recevons, dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce jour, Madame Emmanuelle Corne-Bertrand, directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à partir de notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de la page ou sur notre page Facebook et nous nous ferons le plaisir de les communiquer à l'invité qui est disposé à apporter des réponses. Madame Emmanuelle, il semble que malgré votre combat, des francophones sont toujours ostracisés au niveau de la Colombie-Britannique. Donc, est-ce que c'est vrai? Bien, si c'est vrai, quels sont les combats que vous avez eu déjà à mener pour essayer de rassurer ces francophones-là qui se sentent à l'étroit? Ostracisé? Ah, je savais pas. Les francophones de Colombie-Britannique, alors je sais pas trop comment répondre à cette question. C'est pas si compliqué, de ma perception, d'être francophone en Colombie-Britannique. Le défi qu'on rencontre, c'est que, enfin le défi et la chance, je sais pas comment le dire, prenez-le comme vous voulez, mais les francophones en Colombie-Britannique sont répartis sur tout le territoire. Puis si vous allez dans d'autres provinces au Canada, en dehors du Québec aussi, mais en dehors du Québec, vous verrez que souvent les francophones se retrouvent dans une même zone. Il va y avoir des régions qui sont plus francophones ou des villes qui sont plus francophones. C'est pas le cas en Colombie-Britannique où les francophones sont un peu partout. Ce qui montre une belle capacité d'intégration et d'adaptation dans la société dans son ensemble. Ce qui a la particularité qu'on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ce qu'on dit. On réalise pas, on pense que tout le monde parle anglais sauf nous, et puis en fait on parle dans la rue et on se rend compte que les gens nous comprennent ou nous répondent en français. On se dit ah ok, je m'attendais pas.
le fait qu'on soit répartis comme ça partout dans la province sans avoir un bastion francophone, sans avoir une région majoritairement francophone, nous, en termes d'organismes et en termes d'institutions, ça crée des petits défis. Ça veut dire que c'est compliqué pour nous d'identifier où est-ce que c'est le plus pertinent d'offrir des services, de mettre un point de service. Donc de se dire, ah bah tiens, on va offrir des services d'aide à l'emploi à tel endroit parce qu'on sait que là, il y a plein de francophones. En fait, il y a 6% de francophones partout. Donc il n'y a pas un endroit où il y en a plus que d'autres. Proportionnellement, on est bien répartis un peu partout. Donc nous, c'est un peu ce défi-là. Mais il y a aussi des francophones partout et donc un peu de services partout. Pas beaucoup, sûrement pas assez, c'est vrai. La francophonie n'est pas assez visible aujourd'hui en Colombie-Britannique. Mais si vous venez en Colombie-Britannique, que vous parlez français et que vous faites le petit premier pas de chercher la communauté francophone, vous allez la trouver. On a un peu du mal à sortir du lot, à se faire voir par-dessus tous les autres organismes anglophones, même d'autres langues, là, mais on a un petit peu du mal à émerger, mais on existe, on est partout. Et si vous cherchez un tout petit peu, vous allez nous trouver. Et là, dès que vous nous avez trouvés, vous frappez à notre porte, vous êtes les bienvenus. Prenons l'exemple des chercheurs d'emploi qui arrivent et qui sont des francophones. Est-ce qu'ils n'ont pas cette difficulté à pouvoir trouver un emploi simplement parce qu'ils ne sont pas anglophones? S'ils parlent pas du tout anglais, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Ouais, alors je suis d'accord. Là, ça va causer un petit obstacle à la recherche d'emploi. Il y a quand même des emplois en français. Moi, je travaille en français toute la journée. Donc, dans les organismes communautaires francophones, on recrute en français. Et puis, ça va être un critère de recrutement, le fait de parler français. Après, parmi nos organismes, il y en a qui offrent des services d'aide à l'emploi, donc pour vous aider à trouver du travail. Si la langue est un obstacle, il y a aussi des cours on peut passer par une phase d'apprentissage de l'anglais qui est offert aux nouveaux arrivants. Alors, je dois préciser pour que ce soit gratuit, il faut avoir son statut de résident permanent. Donc, pour parmi les auditeurs, ceux qui sont en train de regarder toutes les démarches d'immigration pour le Canada, pour bénéficier de la majorité des services gratuits pour les nouveaux arrivants, il faut avoir son statut de résident permanent. Renseignez-vous sur les modalités pour devenir résident permanent, ça va vous faciliter la vie sur beaucoup de démarches. Ce sera plus long, par contre, que d'obtenir un permis de travail, mais une fois que vous l'aurez, ce sera plus simple pour vous dans votre vie. Et voilà, donc il y a des organismes qui sont là pour vous aider aussi à progresser en anglais. Mais l'aide à la recherche d'emploi peut se faire en français. C'est-à-dire que le poste que vous allez chercher va peut-être être bilingue ou avec un peu de chance, vous allez en trouver un en français, mais peut aussi être en anglais, mais l'accompagnement que vous allez recevoir sera en français. Donc c'est là que justement on va pouvoir vous aider et voir un peu où vous en êtes dans votre niveau d'anglais, le cours d'anglais qui correspond le mieux à vos besoins pour vous aider à trouver un emploi qui correspond à votre métier en fait. La Fédération francophone de Colombie-Britannique est vouée à l'avancement d'une francophonie accueillante et inclusive. Ces actions visent l'agrandissement de l'espace francophone et francophile de la Colombie-Britannique. Et comment se matérialise-t-elle sur le terrain cette francophonie accueillante et inclusive? Pardon, c'est pas. J'ai une petite toux depuis 2 semaines, donc quand je me racle la gorge, ça n'a rien à voir avec la conversation. C'est quand même. Au sein de la fédération, il y a plusieurs organismes. Il y a aussi plusieurs organismes ethnoculturels. Donc, on peut rejoindre un organisme. On peut en tant qu'individu, quand on fait le choix de rejoindre un organisme, on peut rejoindre soit plusieurs organismes déjà, c'est pas exclusif, mais on peut aussi se dire tiens, je vais aller rejoindre un organisme qui, je sais, rassemble des personnes qui ont la même culture que moi.
où je vais me sentir, ça va être un petit bout de chez moi là-bas. Et ensuite, cet organisme-là travaille avec les autres organismes au sein de la communauté francophone dans son ensemble. Donc ça permet déjà un brassage, puis un rassemblement dans le sens où je suis pas moi tout seul au milieu d'une mare de gens qui ne me ressemblent pas, mais je suis avec des gens qui me ressemblent et puis je vais aller rejoindre le reste des francophones, mais je me sens un peu moins tout seul. Et puis on travaille aussi avec on essaye d'accompagner les organismes il y a des organismes qui rejoignent facilement tous les francophones et qui ont l'habitude, la conscience, qui ont travaillé sur comment être accueillant et inclusif de toutes les communautés, de toutes les origines, de la diversité des populations dans leur ensemble. Il y en a qui n'ont pas eu encore qui ont avancé moins vite que d'autres, on va dire, sur ces sujets-là. Puis nous, on offre des formations, des accompagnements, des idées, des stratégies pour justement accompagner un peu la réflexion et puis ouvrir davantage les portes. Donc je dirais qu'il y a des organismes on va être à plusieurs vitesses peut-être dans la communauté, puis c'est aussi en fonction des organismes qui sont là depuis plus longtemps, depuis moins longtemps, qui sont composés de personnes plus ou moins jeunes, plus ou moins dynamiques sur plusieurs sujets. Et aussi, si le mandat est un mandat plutôt culturel, si le mandat est plutôt un mandat de service, on va avoir des enjeux ou des manières de concevoir les projets qu'on mène qui vont être un petit peu différentes et des priorités qui vont être un petit peu différentes, mais on va être ouvert et accueillant pour toutes les personnes qui se présentent et avoir l'ouverture d'esprit pour comprendre où est-ce que vous êtes, d'où vous venez, pour essayer de vous retrouver là où vous êtes et nous retrouver sur le chemin. Quel rapport entretient les francophones de la Colombie-Britannique et les allophones, par exemple, et les anglophones? Il me semble qu'il y a une certaine complémentarité, ou alors c'est des camps retranchés de part et d'autre. Non, c'est pas des camps retranchés. On peut pas. On peut pas être en camp retranché, on perdrait la bataille. Ça marche pas, ça. Non, puis pour le coup, justement, le fait qu'on soit, comme je vous disais tout à l'heure, harmonieusement répartis sur tout le territoire, fait que pour la plupart des organismes, leurs partenaires de proximité, c'est plutôt des organismes anglophones. C'est que notre francophonie, elle est subsidiée. En fait, elle est virtuelle entre guillemets, dans le sens où si je suis l'organisme communautaire francophone de Nanaimo, je suis l'organisme communautaire francophone de Nanaimo. Les autres francophones, l'organisme francophone le plus proche, l'autre, il va être à Victoria, donc il va être à 2 heures de route. Par contre, l'autre organisme communautaire le plus proche, il va pas être francophone, il va être anglophone. Donc l'association des francophones de Nanaimo fait partie de la fédération, est en lien avec les autres organismes francophones, etc. Mais sur la question de la proximité géographique, les organismes les plus proches de l'association de Nanaimo, ça va être des anglophones. Donc de fait, il y a des partenariats obligatoires avec des organismes anglophones dans le quotidien. Et puis, il y a le français a bonne réputation en Colombie-Britannique. On a au Canada, il y a ce qu'on appelle des écoles d'immersion. Donc, c'est des écoles anglophones dans lesquelles les cours se passent en français. Mais toute l'administration est en anglais et c'est à destination des familles anglophones qui veulent que leur enfant parle le français. En Colombie-Britannique, il y a des listes d'attente de plusieurs années pour rentrer dans ces écoles d'immersion. Il y a une vraie volonté des familles anglophones que leurs enfants deviennent bilingues. Le français a le vent en poupe
en Colombie-Britannique. On aimerait qu'il ait le vent en poupe auprès du gouvernement de Colombie-Britannique, ça c'est un autre sujet. Ça avance petit à petit. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est plutôt donc les organismes anglophones qu'on contacte quand on rejoint des réseaux anglophones, on est plutôt bienvenus. Il y a plutôt, malheureusement, il y en a encore qui nous disent Ils ah sont bon, une sceptiques, communauté ouais. francophone, je savais pas. Non, mais qui découvrent. Mais globalement, c'est plutôt, on est plutôt bienvenus. Pour tous les organismes qui sont financés par le gouvernement fédéral, on a des obligations de lien entre les communautés de langue officielle. Le français et l'anglais sont langues officielles. Vous avez dit dans l'introduction que l'anglais était langue officielle en Colombie-Britannique. oui. C'est pas vrai, hein? Ah oui? C'est pas vrai. Non? D'abord, le français et l'anglais sont langues officielles partout au Canada. Et ensuite, C'est la langue la plus parlée, quoi, c'est ça? Ah oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la langue officielle. Bon, oui, c'est vrai. Et le gouvernement de Colombie-Britannique n'a pas de législation linguistique. Okay. Donc officiellement, il n'y a pas de langue officielle en Colombie-Britannique. Ça veut dire que, mais ouais, il n'y a pas de langue officielle en Colombie-Britannique. C'est l'anglais devient langue de fait parce que c'est la langue la plus parlée. Ah, d'accord. Mais on n'est pas, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de loi qui encadre les langues officielles de Colombie-Britannique. Donc pour tous les services de compétences fédérales, parce que pour vos auditeurs, le Canada est un État fédéral, donc il y a des compétences qui sont réservées aux provinces. Donc les services qui sont de compétences fédérales sont bilingues, les services qui sont de compétences provinciales sont majoritairement en anglais, mais souvent ils vont adapter la langue de service en fonction de la population de la zone dans laquelle ils se trouvent. Très bien, très bien. C'est noté, Madame Emmanuel, et c'est une précision qui valait la peine. Maintenant, vous êtes un organisme à but non lucratif, et puis, bien entendu, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qu'on appelle des personnes vulnérables. Quelle est la place que vous accordez aux personnes handicapées et puis aux femmes, par exemple? Alors, une grande place. Une grande place. On a des organismes spécifiques qui sont spécialisés pour l'accompagnement des femmes. Et puis là, je peux citer Réseau Femmes Colombie-Britannique, Informel, qui propose des programmes, des activités spécifiques pour les femmes. Informel, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et donc ça, là, c'est deux organismes qui offrent des activités spécifiques pour les femmes ou des services spécifiques pour les femmes. Après, tous les autres organismes offrent des services, des programmes, etc. Pour tout le monde, et avec de plus en plus, on travaille sur ce qu'on appelle l'analyse comparative des sexes. Donc, il y a des organismes qui sont très avancés sur cette manière de travailler, puis d'autres qu'on essaye d'accompagner davantage. Même nous, on a besoin de travailler un peu davantage dessus. Mais de petit à petit, s'assurer, c'est pas adapter, c'est s'assurer que les programmes et services répondent aux besoins des hommes et des femmes, et de reconnaître que les femmes peuvent avoir des besoins différents des hommes. Et c'est un peu, au lieu de se dire nos services sont accessibles à tous, peu importe leur sexe, leur identité sexuelle, leur orientation, peu importe leur couleur de peau, leur origine, c'est pas peu importe, c'est prenant en compte leur spécificité, leur vulnérabilité, etc. Donc on n'est pas aveugle, on veut pas être aveugle aux différences, on veut inclure les différences, les vulnérabilités pour avoir un service qui est adapté, et pour avoir des programmes et même dans les occasions très communautaires, de rassemblements festifs, de s'assurer que tout le monde se sente à sa place, se sente bienvenu et se sente accueilli. Pour les personnes handicapées, je vous avoue qu'on a encore du travail à faire. Les personnes handicapées sont évidemment les bienvenues. On n'a aujourd'hui pas d'organisme communautaire francophone qui est spécialisé sur les situations de handicap. Ce
qui fait qu'il n'y a pas eu de... Donc c'est peut-être une association à créer, donc ceux d'entre vous qui sont spécialisés dans le domaine et puis qui ont la fibre associative, je vous lance une perche. Mais parce qu'il y aurait probablement un lobby un petit peu à mener, puis aujourd'hui ce lobby n'a pas été mené encore, comme quoi il y a encore des voies de développement en Colombie-Britannique. On s'efforce d'avoir des événements qui soient accessibles, mais les locaux dans lesquels nos organismes ont la possibilité d'offrir des activités ne le sont pas toujours. Donc là-dessus, il y a encore un peu de... je dirais, il y a des marges de progression. Nous amorçons la fin de notre émission et puis 2 ou 3 questions pour Madame Corne. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir est en train de bousculer le monde et plus précisément le Canada avec ces tarifs douaniers qui ne cessent de nous faire peur. Est-ce que vous croyez que les décisions de Donald Trump vont impacter négativement sur la bonne marche de la Colombie-Britannique, plus précisément du côté des francophones? Je sais pas, on verra. Non, je suis pas analyste économique. Si ça engendre des augmentations de coûts dans les achats, dans les locations, etc., ben oui, ça va avoir un impact pour nous comme pour tous les autres. Je pense pas que ça ait un impact spécifique sur la francophonie, ça va juste avoir un impact tout court sur la population. Mais on va voir comment, là je vais laisser ça entre les mains des spécialistes économiques au sein du gouvernement, mais on va voir comment le Canada réagit à ça pour s'assurer que ça n'impacte pas la population directement. Donc voilà, sur les questions des tarifs, en fait, des taxes à l'importation ou à l'exportation. Pour l'instant, c'est des taxes à l'exportation, donc ça veut dire que c'est les produits que le Canada exporte aux États-Unis qui sont taxés. Donc, je dirais que, en tant que pas du tout économiste que je suis, le premier impact va être sur le coût d'achat pour les Américains qui vont acheter des produits canadiens. Donc ça va pas forcément s'impacter chez nous. Le risque, c'est qu'ils arrêtent d'acheter des produits canadiens parce qu'ils sont trop chers. Et donc là, ça risque de faire perdre des parts de marché chez nous. Mais on va voir l'impact que ça a et comment est-ce que le Canada répond à ça. Ça, c'est en dehors de mon contrôle. Tout à fait. En tant qu'association francophone, la Fédération francophone de la Colombie-Britannique, est-ce que vous avez un soutien de l'Organisation internationale de la francophonie? Si oui, et de quelle manière? Non, oui. On n'a pas un soutien direct de la part de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, mais on est membre de la FCFA, de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc ça, c'est notre organisation fêtière nationale. Et la FCFA est un statut de membre observateur à l'OIF. Donc, les intérêts de la francophonie canadienne sont représentés à l'OIF. À ma connaissance, il n'y a pas de soutien financier particulier, mais il y a de la collaboration en tout cas, puis une volonté d'avoir une place dans la francophonie internationale. Est-ce que vous avez des partenariats en Afrique, par exemple, entre associations francophones? Est-ce qu'on a des partenariats? Oui, certainement. Nous, la FFCB, on n'en a pas, mais parce que c'est pas tout à fait notre vocation. On a plusieurs organismes qui ont des liens dans le sens où on va développer un petit peu plutôt sur des questions d'immigration pour faire connaître la possibilité d'immigrer en Colombie-Britannique. Après, on n'a pas d'organisme, au sein de la fédération, il n'y a pas d'organisme de développement international ou de solidarité internationale. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas forcément de partenariat à proprement parler, mais il peut y avoir des relations, puis on est ouvert à en développer en fonction des besoins et puis des intérêts communs. Un message, Madame Corne, pour de nombreux auditeurs et auditrices qui vous écoutent en ce moment depuis l'Afrique, l'Europe et ailleurs dans le monde. On parle en français en Colombie-Britannique.
Si vous voulez venir, que vous veniez en voyage, que vous veniez pour vous installer, pour rejoindre votre famille, sachez que au Canada, on parle français aussi en dehors du Québec. Et que même si on se dit que la Colombie-Britannique, oh là là, ça parle anglais, il existe une communauté francophone en Colombie-Britannique. On peut vous accueillir en français, on peut vous aider en français, et vous avez de quoi avoir des activités, des sources d'épanouissement en français en Colombie-Britannique. C'est ici que prend fin cette émission hebdomadaire de ce samedi 1er février 2025. L'équipe d'Immigration FM vous témoigne toute sa gratitude pour votre présence à ce rendez-vous médiatique. Notre radio demeure disposée à vous accompagner dans votre noble mission. 80 ans, si jamais vous avez besoin de notre aide pour la communication de cet événement-là, n'hésitez pas, Madame Corne, vous êtes toujours la bienvenue sur Immigration FM. Avec plaisir, merci beaucoup. À la présentation, c'était Norbert Nganté-Tchana, journaliste et consultant réglementaire d'immigration canadienne. Et à la technique, Alain Zingui. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. À tous mes amis de taxi, balancez la sauce, hein.